Bienvenue sur Ici Écho. L'envoyé spécial du président français Emmanuel Macron pour le Liban, Jean-Yves Le Drian, a envoyé au Parlement libanais une liste de questions adressées aux chefs des blocs parlementaires, leur demandant de décrire leurs attentes et critères requis pour l'élection d'un président, et ce, avant la fin du mois de septembre. L'ancien chef de la diplomatie française avait lancé cette invitation durant sa dernière visite au Liban, au cours de laquelle il a rencontré les principaux partis dont les divergences parallélisent la vie politique au Liban. Le Drian a proposé à l'ensemble des acteurs politiques libanais de se réunir en septembre pour discuter de l'élection d'un chef de l'État dans ce pays sans président depuis près de 9 mois. D'autre part, durant cette semaine, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a accusé certains partis et forces politiques libanaises, notamment les forces libanaises et le parti Kataeb, sans les nommer, de pousser le pays vers la guerre civile. Il s'en est également pris à notre confrère, la chaîne locale MTV. Selon Nasrallah, la chaîne MTV est une chaîne de télévision malveillante qui a incité à la violence et sans qui l'incident de Kahale n'aurait pas eu lieu. Pour rappel, Fadi Bejene, un habitant de Kahale, a été tué lors d'une fusillade intervenue après des heurts entre des habitants de cette localité et des éléments du Hezbollah. Au niveau économique, la plateforme de forage Transocean Barents est arrivée mercredi matin dans les eaux territoriales libanaises et a rejoint le lieu spécifique dans le bloc 9 où elle doit entamer ses travaux. L'équipe qui y travaillera, qui compte près de 140 techniciens, sera transporté directement de l'aéroport international de Beyrouth par hélicoptère, affrété par Total Energies, pour le compte du consortium qu'il a formé avec l'italien Eni et Qatar Energy. La plateforme Transocean Barents va forer un puits d'exploration dans le bloc 9 de la zone économique exclusive ZII du Liban, au large de la côte près de Tyr, au Liban Sud. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur les questions adressées par l'envoyé spécial du président français pour le Liban, Jean-Yves Le Drian, au chef des blocs parlementaires, ainsi que sur les différents scénarios possibles pour le déblocage de la présidentielle avec la députée des forces libanaises, Rada Ayoub. Nous discuterons également de l'actualité économique avec le professeur d'économie à l'université libanaise, Jassem Aja. Professeur Aja, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Bonjour Monsieur Maurice et merci pour cette invitation. Voilà, je commence directement par le budget 2023. Le Conseil des ministres a approuvé mercredi le projet de budget pour l'exercice 2023, ainsi que deux autres textes, un projet de loi accordant au gouvernement le droit de légiférer dans le domaine douanier et un autre pour l'ouverture d'une ligne de crédit supplémentaire au budget général pour l'année 2023 d'un montant de 10 000 milliards de livres libanaises. Quelles remarques avez-vous sur le projet de loi du budget 2023 et pensez-vous que le déficit qui s'y trouve est tenable? Justement, c'est une très bonne question. En fait, pour nous, en fait, le budget est un budget purement comptable. Hein. Il n'y a rien à l'intérieur, en fait, qui ne soit qu'une simple écriture comptable de ce qui se passe réellement sur le terrain. Hein. Aujourd'hui, tout ce qu'il y a comme opération qui se passe au niveau donc, du ministère des Finances, on l'écrit dans ce budget, on le présente comme un budget. Mais en fait, en réalité, c'est tout simplement le balance sheet donc, de l'État, tout simplement. C'est aussi simple que mais ça. Au niveau du déficit prévu, cela a été revu à la hausse et atteignait désormais 23,57% du total des dépenses publiques contre 18,79% dans l'avant-projet. Et en fait, en réalité, à notre avis aussi, le déficit, il va être beaucoup plus que ça. Hein. Il pourrait atteindre en fait jusqu'à des chiffres astronomiques et surtout si le dollar s'envole face à la livre libanaise dans le marché noir. Pratiquement en réalité, le poids lourd, ça va être tout simplement les salaires dans le domaine public, et donc le salaire des fonctionnaires. Alors, je pense qu'honnêtement, donc, ce budget n'a rien à voir avec un budget, c'est tout simplement un bilan comptable. Ils ont écrit un bilan comptable et ils l'ont présenté comme un budget. Il va être voté, à mon sens, et même
la commission chargée d'étudier au niveau du Parlement, d'étudier ce budget, il va approuver, ou plutôt elle va approuver ce budget parce que je pense qu'ils vont dire, bah voilà, on va discuter de 2024 et les améliorations auront lieu dans 2024, blablabla, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils approuvent ce budget. C'est pour cette raison, je ne pense pas que ce budget représente une vraie sortie de la crise actuelle dans laquelle on est. D'abord parce qu'il n'y a pas de discussion relative à la dette publique, et vous le savez que c'est très problématique vu que en fait 85% de cette dette ça vient des dépôts dans les banques libanaises. Deuxièmement, en fait, ils ne disent pas comment ils sont en train, ou plutôt ils vont plutôt récolter tout ce qu'il y a comme en fait impôts, tout ce Voilà, qu'il y a c'est clair. comme donc c'est vraiment très très faible comme budget, je pense. D'accord. Monsieur Aja, quel est le taux de change utilisé dans ce projet de loi et comment vont-ils faire si le taux de change va changer? Bah, le taux de change, en réalité, ils disent que c'est le taux de la plateforme Saïrafa, Qui n'existe à plus savoir de aujourd'hui. l'ordre de 80. Justement, pour l'instant, il est fixe. Donc, il est fixe ce taux. Je pense qu'il y a une vraie problématique à ce stade. Ils vont adopter le chiffre comme il est, 85 000. Alors, juste pour signaler cela, au niveau de tout le budget, en disant adopter ce 85 000 ou 85 200 à peu près, mais une seule chose qui n'est pas comptée à ce taux, ce sont les salaires du domaine public. Des fonctionnaires, et là, je pense à ce stade qu'ils ne vont pas tarder en fait à rectifier encore une fois les salaires des fonctionnaires. Et ça va poser un gros problème. Donc on va repasser à une nouvelle grille. Vous pensez qu'on va repasser à une nouvelle grille de salaire? Absolument, en fait. Alors, on ne l'appelle pas nécessairement. Et aussi à effet inflatoire. Absolument, en fait, parce que la Banque centrale, elle va être obligée à imprimer de la monnaie obligatoirement. Juste pour vous dire, c'est juste pour mettre les points sur les i. En fait, ça ne s'appelle pas des salaires, ça s'appelle des contributions de la part du gouvernement au salaire des fonctionnaires. Et donc, c'est même pas compté en termes d'indemnité de fin de service, etc. Donc, c'est vraiment un bluff total, parce que vous le savez très bien, le pouvoir d'achat du citoyen disparaît de jour en jour, et même en dollarisant l'économie globalement, vous le voyez très bien, en fait, les prix montent en dollars de façon quand même assez importante. Ça, c'est clair, mais en ce qui concerne le taux de change est stable, et ceci malgré la fin du mandat de l'ancien gouverneur de la Banque centrale. À votre avis, pourquoi cette stabilité? Y a-t-il une pérennité peut-être de cette stabilité où le dollar va redécoller? Alors, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, il avait en fait retiré beaucoup de la masse monétaire en livres libanais, et plus précisément en fait la masse qui est en circulation, la currency in circulation, donc qui se trouve dans le marché, avec notamment la circulaire 161. Et ça a donné son effet. Donc, comme il la reconnaît aujourd'hui, le gouverneur par intérim actuel, il a dit que en fait, ça s'est passé de 80 à 60. Et donc, par conséquent, il y a une reconnaissance de cette baisse. Donc, ça, c'est le premier élément. Donc, il n'y a pas de livre libanaise au niveau du marché. Ou plutôt, il n'y a pas suffisamment, plus précisément, il n'y a pas suffisamment de livres libanaises. Mais aussi, en fait, il y a un aspect politique. On le sait qu'il y a un certain nombre de forces politiques qui ont donné l'ordre à leurs exchange dealers, donc qui se trouvent sur le terrain, de ne plus acheter de dollars. Et donc là, aujourd'hui, la stabilité du dollar, c'est une stabilité artificielle. Du moment où ils payent les salaires des fonctionnaires en livres libanaises,
ben là, on va injecter 7 trillions de livres libanaises sur une masse monétaire qui est de 70 000. Donc, ça va faire à peu près 10-11% de cette masse. Et là, ça va être inflatoire. L'inflation, elle va en fait augmenter. Et à mon sens, on va revenir à un autre niveau de taux de change. Donc, il ne va pas rester à ce Donc voilà, niveau. en ce qui concerne les prévisions, les indicateurs politiques pour un éventuel déblocage au niveau du dossier de la présidentielle ne sont pas autant, et ceci malgré l'initiative française. Quelles sont les prévisions sur le court terme et le moyen terme, à votre avis, au niveau du taux de change? Bah, je pense que le taux de change, en fait, effectivement, vous avez bien dit que, en fait, ça dépend beaucoup de la politique. Hein. Parce qu'on sait que le gouvernement libanais a besoin de monnaie en dollars, en euros, etc. Et tout ça au moins pour répondre à ses besoins, ses propres besoins en termes de paiement des salaires, des diplomates, de payer tout ce qu'il y a comme charge pour les ambassades, les consulats à l'étranger, mais aussi payer l'essence ici pour les administrations, pour l'armée. Donc, il y a plein de choses qu'il faut payer. Donc, le gouvernement a besoin vraiment de dollars. Alors, l'idée, d'où est-ce qu'ils vont ramener ces dollars? La Banque centrale ou à la limite le gouverneur par intérim, et il dit qu'il ne veut absolument pas donner de dollars donc, au gouvernement des réserves sans obligatoires. loi. Donc, la loi aujourd'hui, vous le savez très bien, donc c'est très difficile avec les divisions politiques. C'est très difficile en fait. Et je ne pense pas que ça va être aussi simple qu'un député va voter en faveur d'utiliser les réserves obligatoires ou bien qui sont certainement les voilà, dépôts des déposants pour pouvoir donc, financer le secteur public et les salaires. Exactement. Et donc, comment il va justifier ça face à ses supporters? Donc, je trouve que c'est extrêmement difficile. Et donc, par conséquent... Donc, vous voulez dire quoi vous voulez dire quoi, donc, prévision? Je pense que c'est plutôt pessimiste envers donc le court terme, parce qu'on le sait, donc là, vous avez votre invité avec vous, vous allez lui demander, mais je pense qu'au moins, il y a une partie politique qui ne veut pas participer à la discussion en place. Et donc, l'autre partie, elle ne va pas non plus débloquer la situation parce qu'elle veut cette discussion. Donc, on est arrivé à une situation de blocage. Il n'y a pas de président de la République, il n'y a pas de réforme, il n'y a rien. Donc, comment vous voulez continuer? Donc, je pense que les 6 mois, les 6 prochains mois vont être probablement très difficiles. Il me reste 2 minutes avec vous, Monsieur Aja, pour clôturer cette entrevue. Au niveau économique, la plateforme de forage Trans-Ocean Barents est arrivée mercredi matin dans les eaux territoriales libanaises. Il semble que le fonds souverain creuse son chemin pour devenir une réalité. Est-ce que vous pensez que les mécanismes qui régissent la gestion du fonds souverain sont suffisamment transparents et faut-il utiliser les recettes de ce fonds pour rembourser la dette, pour rembourser les déposants? Donc, quelle est votre position? Je pense que juste pour la première partie en 30 secondes, non, la question c'est la transparence n'est pas suffisante. Hein, donc, c'est pas comme ça que ça se passe les choses. Au moins, on le voit au niveau financier. Regardez avec les finances de l'État, vous voyez très bien que c'est pas très transparent. Donc là, les mécanismes, au moins qu'on a vus, ne sont pas assez transparents et ne sont pas rassurants. À rappeler que cet argent, en fait, va être versé par la compagnie pétrolière ou au moins le consortium au gouvernement libanais. Mais ceci ne va pas être fait de façon simple. Au moins, il y a des conditions internationales, de la communauté internationale, qui imposent qu'il y ait une transparence assez suffisante. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que ces mécanismes transparents existent. Deuxièmement, concernant la partie remboursement, je pense que ça va être un crime contre les générations futures. C'est catastrophique si on va penser de cette façon. Hein. Oui, absolument. C'est ça le plan. Mais de toute façon, je pense que c'est catastrophique de pouvoir penser à un moment donné de rembourser la dette
ou les dépôts à partir du fonds directement, en fait, ce fonds, il faudrait l'investir et les revenus de ce fonds, oui, je suis pour rembourser premièrement les dépôts bancaires et ensuite la dette de l'État. Mais comme ça, on ne peut pas le faire. Ça va être un crime contre les générations futures. Professeur Jassem Raja, je vous remercie. Et nous passons à l'actualité politique et économique avec la députée des forces libanaises, Rada Ayoub. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, bonjour. Je commence directement par la lettre de M. Le Drian. Mais avant Le Drian, vous n'avez pas assisté à la séance au Parlement aujourd'hui, ce jeudi. C'est comme les jeudis, ça fait longtemps qu'on a toujours comme opinion pour notre bloc, on a toujours exprimé que c'est une séance qui n'est pas légale parce que nous trouvons que le Parlement il est toujours comme une assemblée qui doit faire l'élection présidentielle. Et non pas législative. Et non pas législative. Pas de séance donc c'est pour cela qu'on n'a pas participé. Et on a aussi fait un communiqué de presse avec tous les membres de l'opposition, 31 députés, et on a déclaré pleinement qu'il ne faut jamais accepter de faire un détournement de la Constitution. Enfin, si ça va être un dialogue ou bien le fait de faire la législation ou d'autres choses. Donc, il faut toujours avoir un seul but maintenant de faire l'élection présidentielle. Donc, pour vous, vous dites que pas de séance législative avant d'élire un président. Exactement. On passe à la lettre de M. Le Drian. Donc, lors de son dernier déplacement au Liban, en tant qu'envoyé spécial du président français pour le Liban, Jean-Yves Le Drian s'est entretenu avec des représentants de l'ensemble des forces libanaises. Certainement pour lui, face à l'urgence de l'impasse politique, M. Le Drian a proposé d'inviter ses forces en septembre prochain à une rencontre destinée à dégager un consensus sur les enjeux et les chantiers prioritaires que devra mener le futur président. Est-ce que vous êtes convaincu que nous, Libanais, nous avons urgemment besoin d'un nouveau consensus et c'est le moment de remettre en question là, le système? Vous savez, nous sommes déjà depuis octobre sans président, avec un gouvernement sortant, avec un parlement à peu près inactif. Donc, la première raison, c'est parce qu'on n'a pas appliqué la Constitution et l'accord de Taïf depuis 33 ans. Donc, sans l'application de la Constitution et sans le respect des lois, on a abouti à cette vacance et aussi à ce blocage et l'impasse que nous y trouvons. C'est pour cela que je trouve que ce que l'émissaire ou bien les amis du Liban, comme l'Arabie Saoudite, la France, le Qatar, l'Égypte et tous, ils sont en train d'aider les Libanais et aussi d'aider le gouvernement et le Parlement à aboutir à des élections le plus tôt possible. Mais le problème, c'est que parfois, même la France, elle fait comme des pas qui ne sont pas bien contrôlés. C'est comme la lettre qui était hier reçue par le Parlement ou par les 38 députés qui ont... Juste pour expliquer la lettre, donc pour préparer la rencontre de septembre à Beyrouth, M. Le Drian a envoyé au Parlement libanais une liste de questions adressées aux chefs de blocs parlementaires, leur demandant de décrire leurs attentes et leurs critères requis pour l'élection d'un président, et ce, avant la fin du mois de septembre. Donc voilà, une lettre... lettre de dictée. Une lettre de dictée, hein. Répondez aux deux questions suivantes. Donc c'est pour cela qu'on est vraiment... On a perdu toute souveraineté, vous pensez? Oui, et c'est pas le problème seulement de la France, c'est notre problème. C'est nous qu'on doit accuser vraiment les gens qui ont poussé à laisser les autres États nous envoyer des lettres et nous proposer un délai et nous dire aussi de régler nos problèmes intérieurs au niveau des ambassades. Donc, Madame le fait... Ayoub, on veut pas élire un président, on ne veut pas répondre à l'aide des amis du Liban, on ne veut pas répondre à ces questions-là.
comment alors débloquer la présidentielle? Mais ici, c'est la souveraineté en question. Donc, si on accepte de répondre par écrit dans un délai qui est la fin de ce mois, à l'émissaire français, c'était vraiment comme un examen scolaire et comme nous allons dire que nous sommes sans souveraineté, allez-y, tous les pays, les 5 pays, venez prendre soin de ce pays-là. Donc, c'est pour cela, même si nous savons qu'on a besoin d'aide, même si nous savons que le Parlement il est bloqué parce que le président Berré, il n'accepte pas d'ouvrir les sessions et de faire des sessions successives et ouvertes. Mais aussi, on sait très bien qu'il y a un bloc qui est de 30, de 40 députés qui sont toujours prêts à descendre et à à exercer leurs obligations et aussi à voter. Donc c'est pour cela que je sens qu'il fallait peut-être envoyer des lettres aux gens qui sont en train de bloquer, de ne pas voter, de faire des papiers blancs ou bien... Mais pas à tout le monde, vous voulez dire. Donc c'est pour cela. Deuxièmement, ce n'est pas acceptable d'un pays qui est vraiment le modèle de la démocratie, le modèle des institutions, et qu'il ne respecte pas la souveraineté du Liban. Je ne sais pas si c'est seulement par erreur ou bien c'était vraiment pour nous dire que si jamais vous n'allez pas faire voter pour un président ou élire un président le plus tôt possible, donc le Liban va être considéré comme un pays en faillite et bien sans souveraineté et on va prendre d'autres décisions. Donc c'est vraiment à double... à double effet. Hein. Ouais. Madame Ayoub, revenons aux questions qui ont été adressées par M. Le Drian au chef des blocs parlementaires. La première question était: quels sont pour vous, en tant que force libanaise, les chantiers prioritaires relevant du mandat du président de la République pour les 6 prochaines années? Si jamais on va voir les deux questions, Le Drian, il a déjà proposé les deux questions, il a donné ces informations lors de sa dernière visite au Liban. Et il a aussi, on a déjà répondu à ces questions par le fait qu'il y a déjà le communiqué des pays saints qui était à Doha après, en juillet, peut-être 18 juillet. Ils ont déjà décrit et ils ont déjà répondu aussi clairement à ses compétences, à ses domaines, à tout ça. Et lorsque on peut lire les choses qu'ils ont dit, c'est premièrement d'établir la souveraineté du pays. Il faut faire des réformes au niveau économique, judiciaire. Résoudre le problème des réfugiés. Exactement. Donc, il y a plusieurs, mais il commence par la souveraineté. Il aussi parle, ce communiqué, et il est en train de dire qu'il faut avoir un président qui soit qui unit tout le pays et aussi qui a des compétences assez limitées pour pouvoir faire ces réformes-là. Parce qu'au niveau maintenant, ça fait peut-être plus qu'1 an que le gouvernement n'a pas pu, ou bien 3 ans, n'a pas pu faire des réformes au niveau économique seulement. On ne parle pas du politique. Si on laisse le problème de Hezbollah à côté. Donc, il y avait un problème financier, économique et aussi politique, mais ils n'ont pas abouti à faire des réformes. C'est pour cela on a besoin d'un président. Ce n'est pas le problème seulement d'un gouvernement ou d'un parlement. C'est pour cela qu'ils ont dit qu'il faut, premièrement, aller à élire un président. Ce président, ils ont déjà fait toutes les... Pour vous dire souverain, c'est dire quoi? Souveraineté, c'est-à-dire premièrement... Parce que pour le clan, l'autre clan politique, pour eux, Slimane Frangi est souverain. Oui, mais Slimane Frangi, il a toujours dit qu'il est du côté de Hezbollah, il est du côté aussi, et il affirme qu'il n'a pas un problème avec qu'il soit avec des armes, et les armes qui sont illicites de Hezbollah. Il est avec... Mais avoir des alliés comme la Syrie, comme le Hezbollah, veut dire que cette personnalité-là n'est pas souveraine? Oui, parce qu'on a un problème
même que Hezbollah il a déclaré qu'il est vraiment sous le contrôle financier et aussi toutes les décisions viennent de l'Iran. Donc il n'est pas vraiment un parti politique libanais, tout à fait libanais. Il est contrôlé par un agenda extérieur et c'est pour cela qu'on a un problème avec un président souverain. Donc on a besoin aussi d'une politique étrangère qui soit vraiment, qui mène à une neutralité du Liban envers tout ce qui se passe à côté et avec les pays du Golfe et l'Arabie saoudite et comment on a vu avec le Yémen et tout ça. Parce qu'il ne faut jamais laisser le Liban comme un espace pour les messages extérieurs. Et c'était le cas depuis 2 semaines avec Ain Helwe. Pour vous, quelles sont les qualités du futur président? Quelles devraient être ces qualités? Donc, si jamais on va avoir, il faut dire, un président souverain, réformiste, un président qui a la volonté de faire ces réformes-là et de mener un dialogue entre tous les Libanais pour aboutir à une décision envers ce que veulent le Liban, ce que veulent les Libanais, du Hezbollah, des autres partis. Et si jamais je peux lire le communiqué des pays 5 qu'elle a dit, ils ont dit que rétablir la souveraineté qui repose sur l'application de la Constitution et les lois, préserver les libertés sur l'ensemble du territoire national et de aussi concentrer les armes aux seules mains des forces légales. Donc, si jamais on veut lire tout ce qui est écrit dans ce communiqué, ce sont les mêmes caractéristiques du président qu'on a déjà, par les forces libanaises, on a déclaré ces caractéristiques. Donc, vous êtes avec ces qualités-là? Vraiment. Et toute l'opposition, je pense qu'ils sont avec ces caractéristiques-là. Ces qualités-là. Vous allez répondre à la lettre de M. Drian? Non. Vous n'allez pas répondre? Non. Par écrit, non. C'est une décision de votre parti politique? On va voir la décision de toute l'opposition, mais en premier temps, que ce n'est pas acceptable de recevoir une lettre qui est venue au Parlement d'un émissaire français et ça va être comme un précédent qu'on ne peut pas accepter. Vous allez accepter d'assister au dialogue? Non, toujours on a un seul slogan, c'est la Constitution. Donc pour appliquer la Constitution, il ne faut pas faire un compromis entre l'élection et la Constitution ou le dialogue. Parce que la Constitution, elle est claire, et notre opinion et notre avis est clair et notre position que le fait que la Constitution, dans les articles 74, 75 et 49, ils ont dit qu'il faut élire un président. Il ne va pas être nommé donc comme le Premier ministre. C'est pour cela qu'il faut accepter. Il ne faut pas aller à un dialogue pour faire les élections. Donc pour vous, on doit élire un président et par la suite on passe au dialogue. Oui, vous n'allez pas accepter d'assister à un dialogue sans avoir un président? On a accepté déjà à faire peut-être des réunions de travail bilatérales entre peut-être avec l'émissaire, sans l'émissaire, avec les autres partis politiques pour discuter le président souverain, réformiste et tout ça. Mais le problème que aussi tous les Libanais, ils sont en train de pousser à l'écart, on a fait un dialogue national, c'était avec l'accord de Taïf. Et vraiment, depuis l'accord de Taïf jusqu'à maintenant, on n'a pas appliqué cette constitution ni l'accord de Taïf pleinement dans tous les articles qui mènent à la décentralisation, au désarmement de tous les milices. Et donc, il y a beaucoup d'articles qui ne sont pas exécutés jusqu'à maintenant. C'est pour cela on trouve qu'un dialogue national, vraiment, il était fait depuis 33 ans. Il faut commencer à dire si on est avec l'accord de Taïf ou bien contre l'accord de Taïf. Si on est avec l'accord de Taïf, donc on doit aller à appliquer la Constitution. Si après l'application de la Constitution, on arrive à un moment où on voit que ce n'est pas acceptable, donc c'est pour cela qu'on peut aller pour voir un autre régime, une autre structure, peut-être un autre consensus entre les Libanais. Mais maintenant, il faut avoir
vraiment une décision nationale qu'il faut appliquer cette constitution et après on verra. Donc pour vous aujourd'hui, il y a la constitution, il ne faut pas passer un amendement de la constitution maintenant, il ne faut pas remettre en question la structure, le système, il faut appliquer Taif et par la suite, on peut s'asseoir sur table et dire voilà, ça marche pas. On peut remettre en question peut-être. Lorsque tu vas faire un amendement, c'est parce que tu as appliqué quelque chose et que tu as trouvé qu'il est injuste ou qu'il n'est pas applicable. Mais le fait que vous n'avez pas appliqué la Constitution ou les lois, donc tu ne peux pas faire un amendement parce que ça va toujours avoir des problèmes. Et je pense que les problèmes, il est vraiment, maintenant avec le drame de Kahale, on a vraiment mis les points sur les i. Parce que le problème, c'était... C'est pas le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui a mis les points sur les i? Non, parce que... Il vous a accusé, il a accusé aussi les Kataïb, il a accusé la chaîne télévisée MTV. MTV et Nida El-Watan. De pousser le pays vers la guerre civile. Il vous a rendu responsable aussi. Mais je pense, c'est pour cela que je pense, ce drame de Kahale, il a très bien brisé le mur de silence qu'il était. On ne peut plus vivre avec un État et douailé et avec cet État-là. Donc c'était vraiment une scène qui a vraiment poussé les gens à réagir. Je suis d'accord avec vous. C'était pas l'MTV, c'était pas le Nida El-Watan, c'était pas les forces libanaises ou le Kataib. C'était vraiment les gens qui ont vu... Vous êtes convaincu que vous êtes capable de désarmer le Hezbollah? On n'a pas besoin de désarmer le Hezbollah. On a seulement besoin de, premièrement, relever le chapeau chrétien qui est donné à Hezbollah par le Coran patriotique libanais. Oui, par le CPL. Donc, et deuxièmement, de convaincre ce Hezbollah, ou bien il va prendre une décision de revenir à être un parti politique libanais, vraiment libanais, où l'intérêt national, ou bien il va choisir ce qui s'est passé à Kahale. Donc, il va avoir plus de refus national au niveau du peuple libanais et de la toute population. Ce qu'on a vu, vraiment, et vraiment, je veux dire que ce que maintenant il a accusé au MTV, ça vient de sa faiblesse et pas de sa point fort, de son point fort. Parce que lorsqu'on accuse une chaîne de télévision qui a vraiment resté neutre pour plus que demi-heure ou bien une heure, et vraiment ils sont venus pour seulement voir ce qui s'est passé. Et décrire la réalité des choses. Très, très bien. Donc, pourquoi on a mené cette accusation? On a vraiment, je pense qu'il a même allé plus loin en disant qu'il faut peut-être bloquer cette chaîne et quand même comme l'ancien régime syrien qui était au Liban. Donc, il ne comprend jamais que c'est impossible maintenant parce que la liberté des chaînes télévision et des médias aussi. Et aussi, les gens n'acceptent plus d'être... Ça, c'est les lignes rouges pour nous. Oui, très bien. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? 100%. Vous êtes accusé aussi, vous, en tant que force libanaise, d'utiliser la décentralisation financière administrative pour passer au fédéralisme. Pourquoi ils ne sont pas accusés comme ça, le CPL, et c'est maintenant que Gebran Bassil est en train de faire des négociations, qu'on vous laisse élire Slimane Frangi avec tous nos respects, et vous allez nous donner la décentralisation. Et c'était vraiment, j'avais la rage parce que comment on va demander à un bloc qui bloque toute la Constitution et la démocratie en lui demandant, s'il vous plaît, donnez-nous la décentralisation qui est dans l'accord de Taïf et la Constitution, et on vous donne, en revanche, on vous donne la présidence. C'est quoi ça? C'est notre propre droit d'avoir appliqué la décentralisation depuis 30 ans, c'est pas maintenant. Donc, pourquoi on va lui donner cette chose? Et aussi pour les gens qui sont en train de... c'est plus un tabou de dire décentralisation ou bien fédéralisme ou bien de discuter un autre régime. Nombre de vos collègues des forces libanaises
été ici aussi, parfois entre nos invités, ils ont dit que voilà, il ne faut plus considérer le fédéralisme comme tabou. Ouais. Pourquoi pas? On peut rester sur table, discuter la nouvelle structure du pays parce que ça ne fonctionne plus. Le système, aujourd'hui, a explosé. Donc, il faut faire quoi? Lorsque nous sommes à l'université, on est toujours en train d'étudier les différents régimes politiques dans tous les États. Donc, pourquoi on fait les études du fédéralisme, du confédéralisme, du parlementaire, du présidentiel et tout ça? C'est parce qu'ils sont des régimes. Donc, on a le droit, si jamais nous sommes vraiment dans un impasse, de discuter ce qui est bien pour tous les Libanais. Mais Hassan Nasrallah est sorti dire que pour vous, les chrétiens, parler de fédéralisme, c'est parler de guerre civile. Et qui a dit que laisser les armes, laisser les armes avec Hezbollah et utiliser ces armes au niveau intérieur n'est pas seulement contre Israël, c'est vraiment n'est pas un appel à une guerre civile. Comment on doit faire un dialogue avec un parti politique qui a son pistolet, on va dire, sur la table, qui vous dise ou bien vous allez faire ce que je veux et vous allez élire mon président de la République et on va continuer dans le même système qui est déjà accusé par toutes les communautés internationales et sinon on va aller à une guerre. Donc, lorsqu'il était en train de prendre les décisions de la guerre avec Israël, et après il a dit est-ce qu'il a pris l'opinion publique des Libanais? Donc c'est pour cela de toujours faire que ou bien la guerre civile ou bien de faire un consensus avec Hezbollah, c'est fini maintenant parce qu'on a perdu tout. Vous vous rappelez la dernière visite du président Macron à Beyrouth à la veille de l'explosion du port de Beyrouth? Il a parlé du pacte national. Il a parlé du pacte national, mais aussi il avait dit bien qu'aujourd'hui on discute avec le Hezbollah politique. Parce que le Hezbollah armé, c'est quelque chose, et le Hezbollah politique, c'est autre chose. Oui, donc, mais le Hezbollah armé, il a bien déclaré qu'il prend les décisions et les instructions de l'Iran. Et qu'il prend aussi son financement de l'Iran. Donc, il n'est pas un parti politique local qu'on peut discuter avec lui. Et aussi pour les Français et la France qu'on respecte beaucoup. Je pense qu'à plusieurs reprises, on a vu, premièrement avec le pacte ou le deal Nawaf Salam et Fringier. Déjà, c'est dépassé. Donc, la deuxième, c'est le dialogue, c'est dépassé. Donc, si jamais aussi on va lire tout ce qui est écrit dans le communiqué des pays 5, on voit que les interventions de la France ne sont plus en première initiative, qu'il y a vraiment un détournement de la vie de la communauté internationale et ils sont bien convaincus que ce que l'opposition ici au Liban ils sont en train de communiquer, c'est vraiment pour garder la souveraineté du pays qui, si jamais on peut aboutir à une neutralité, ça va être dans le bien de toute la région. Parce que, après tout, l'Arabie saoudite, elle a besoin d'une tranquillité dans la région et aussi à propos, et le Liban, il est vraiment le centre de cette tranquillité. C'est pour cela, je trouve qu'il y a une décision de vraiment aider le peuple souverain et d'aider les gens à aboutir à un Liban vraiment souverain, libre et neutre. C'est pour cela que vraiment je pense que maintenant Hezbollah il est dans sa plus faible situation. C'est pour cela qu'il est en train de faire comme attaque à l'MTV, à tous les comment dire, aux gens libres et la vie libre. C'est pour cela. Aux institutions libres aussi. Oui, c'est pour cela que c'est le moment. C'est clair. Que l'opposition soit plus forte, que l'opposition soit plus active et aller. Il faut profiter, vous voulez dire. Oui. Une vraiment confrontation sans armes, mais civile, qui peut vraiment dire
aux gens qui sont dans l'autre clan qu'il faut faire un choix entre établir un état de droit. Même idéologique. Oui. Plutôt, au premier plan, c'est ou bien vous allez avoir un consensus qu'on va établir un état de droit, ou bien vous allez vivre dans ce quelle est votre position au niveau des opinions du ministre de la Culture à propos du film Barbie, à propos des réglementations, à propos... vous savez, à propos de tout ce qui se passe, ça vraiment, comme c'est un détournement de l'opinion publique pour être prise par des choses, à chaque fois, c'est la même chose. Ces détails qui sont vraiment minimes, qui ne sont pas vraiment le problème entre du Liban. Et moi aussi, je suis vraiment avec le slogan que j'ai lu avec peut-être c'était Razi El-Hajj qui a dit en arabe « La le tajrim ou la le tashri'a ». C'est vraiment ce qu'on a besoin ici au Liban. La liberté. Donc c'est la liberté. On n'est pas à accuser et on n'est pas à légiférer ou légaliser. Donc c'est vraiment ce qui se passe. Pourquoi faire plus d'interventions? Et c'est devenu vraiment contre notre civilisation, notre idéologie et même contre notre constitution. Tout à fait. Parce que ce qui se passe et aussi ce qui s'est passé l'introduction de la Constitution est très claire. Oui. C'est pour cela, si jamais vous allez voir, toujours on est en train de faire ce détournement, cette déviation pour voir qu'il y a un autre problème. C'était le mariage civil avant, il y a beaucoup de prétextes pour pouvoir dire que c'est pas le Hezbollah vraiment. Ils trouvent des choses minimes pour faire la déviation de la concentration des citoyens envers des choses à importance minimale, disons. Mais ça devient un abus de droit. Ouais. Passons à l'économie. Certainement, vous êtes professeur en finances publiques. Et le budget, c'est votre spécialité. Donc voilà, le Conseil des ministres, durant cette semaine, a approuvé, mercredi passé, le projet de budget pour l'exercice 2023. Donc, vous dites quoi à propos de ce budget-là? On passe d'un déficit prévu qui a été revu à la hausse de 18,79% à 23,57%. Vous dites quoi à propos de ce budget-là 2023? Oui, si jamais on va prendre ce budget-là, qui est maintenant une loi de finances et qui va être prise par le Parlement, il reste encore seulement 4 mois. Oui. Donc, il vient tard. Donc c'est pas il fallait finir avec le 2024 aujourd'hui. Exactement, il fallait maintenant finir avec le 2024. Donc ça va être un copy-paste comme le 2022, sans réforme, sans vision. Mais pourquoi les budgets tardifs sont devenus un précédent en temps de crise? À chaque fois, on est en retard. Ça fait des années que comme si le budget, voilà, on est surpris. Hein. Ah, il faut faire un budget. On oublie le budget. Nous avons resté depuis 2005 jusqu'à 2017 sans budget. Puis, depuis 2017 jusqu'à 2021, c'est toujours tardif. Donc, 2017, c'était abrogé, je pense, aussi en décembre ou bien en novembre, en mars 2018, et c'est toujours la même chose. Comme c'était pas, ça est devenu qu'il n'y a pas un respect des délais qui sont constitutionnels ou bien légaux. Et aussi, je ne sais pas si j'ai cette question-là, que aussi le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a aussi approuvé d'abroger une loi de finances sans avoir Atal Hseb, donc c'est pour cela que aussi, parce qu'il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus. Aussi. Donc c'est pour cela, pourquoi avoir de budget? C'est pour cela que les gens sont maintenant en train de dire que mais le pays et l'État peuvent fonctionner sans un budget. Nous savons très bien que respecter les dates au niveau de la finance publique, des budgets, c'est sacré. Oui. Mais au Liban, mais si ça le n'a jamais été Conseil le cas. constitutionnel vous donne l'excuse de ne plus respecter la loi et la Constitution et l'article 87 et tout ça, donc quoi faire avec les politiques? Mais aujourd'hui, avoir un budget pour
si vous êtes d'accord, je ne sais pas, mais le budget aujourd'hui doit être un budget réformiste, mais qui fait partie d'un plan de relance avec une vision et non pas un papier comptable. Aujourd'hui, on est devant un papier comptable. Exactement, Débit, comme le crédit, dépenses, 2022. revenus. À quel taux de change, on ne sait pas. Quelle est la vision, on ne sait pas. Un déficit qui augmente. Et à quel prix Saïrafa? À quel Qu'est-ce qu'on va prix faire avec Saïrafa? Saïrafa ou pas Saïrafa. À quel taux de change. Et on va passer à une nouvelle grille de salaire durant l'année aussi, durant l'année 2023-2024. Donc, vous allez voter pour un budget pareil? Bien sûr que Vous non, n'avez pas c'est accepté. déjà, on n'a pas accepté le 2022 et clairement. Ce que le FMI a proposé, c'est d'avoir un budget Équilibré. où il y aura un taux d'échange fixe et aussi d'avoir un budget correctif et réformiste. Tous ces critères, ils ne sont pas dans ce budget-là 2023 parce que ce qu'on voit, c'est seulement une hausse des impôts et des taxes sans avoir une vision où il n'est pas conforme à un plan de redressement qui est vraiment Mais pour le ministre des Finances visionnaire. sortant, Youssef Al-Khalil, il n'y a pas une augmentation des taxes et des impôts, c'est une réévaluation des valeurs, tout en prenant en considération la dévaluation. Est-ce qu'ils ont fait cette réévaluation des salaires? Est-ce qu'ils ont vraiment donné les droits des dépositaires sur ce taux? Est-ce qu'ils ont vraiment donné tous les droits à tous les Libanais, et surtout dans le secteur public, pour pouvoir dire que la hausse des prix n'est pas vraiment une hausse des... Docteur, pourquoi le secteur public est toujours aussi problématique? Comment résoudre l'histoire de ce secteur public? Parce qu'il y a le clientélisme. Et comment résoudre aujourd'hui le clientélisme? Avec plus que 300 000 fonctionnaires et personnes qui travaillent dans les administrations publiques aujourd'hui. Comment trouver la solution? Il faut commencer. Il y avait depuis 2017, il y avait une décision qu'il faut arrêter l'embauchement et une restructuration. Avoir comme 3 ans pour pouvoir faire... Restructurer le secteur. Très bien. Ouais. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas fait cette restructuration et aussi on n'a pas fait vraiment une évaluation du secteur public parce que lorsqu'on va discuter le secteur public, on va discuter le quota de chaque parti politique qui a vraiment embauché ces gens-là. Mais il y a plusieurs gens et agents publics qui sont vraiment disciplinés et productifs. Il faut les conserver. Il ne faut pas prendre toutes les choses en global. Juste pour finir avec le budget... Mais pour moi, il faut dire une chose, que ce n'est pas permis de continuer avec cette politique financière sans vision. Et ce gouvernement-là, vraiment, il n'a pas réussi à faire une approche ou bien d'avoir un plan de redressement global vous avez au le niveau... plan de Sarah Déchet, mais... Oui, et qui était avec retiré. Des dépôts des déposants, et reprendre et remettre tout à zéro. Ouais. Et l'élimination du secteur bancaire. Et il était le premier négociateur avec le FMI et tout ça. Donc c'est pour cela que je pense qu'il ne faut jamais discuter ou bien faire cette discussion du budget 2023. Il faut aller toujours directement à un plan et avec un budget 2024 parce que ce qu'on voit ici aussi qui est grave, que le secteur privé, il est seulement qui doit payer tous les impôts et tous les taxes parce qu'il y a... il doit continuer à financer l'État. Oui, et il y a l'évasion fiscale et tout ça qui est vraiment dans sa hausse. Oui. Donc c'est pour cela, si jamais on n'a pas une décision politique de baisser les évasions au niveau des douanes, au niveau fiscal et au niveau des frontières aussi. Qui contrôle les frontières et contrôle les douanes. Donc on a le problème souveraineté qui revient, que c'est une décision politique avant d'avoir une décision que les organismes économiques contestent le projet du budget 2023, estimant qu'il accable les Libanais de nouveaux impôts et taxes sans proposer de réforme. À travers ce projet de budget, l'État tente de collecter un plus grand montant d'impôts pour couvrir le plus grand pourcentage éventuel des dépenses. Bien voilà, je passe directement à la Banque du Liban. 2-3 questions pour pouvoir finir avec vous. À la Banque du Liban, si la vacance présidentielle dure des mois, est-ce que vous soutenez la nomination
en Conseil des ministres d'un successeur au gouverneur de la BDL, ou bien on continue avec M. Wassim Mansouri? La loi, vraiment, elle est claire, qu'il ne faut pas, ou on n'arrive pas, même si on a nommé, un nouveau gouverneur, il ne peut pas exercer ses fonctions. Il doit prêter serment devant le président. Très, très bien. Donc c'est pour cela qu'il va rester inactif. C'est pour cela qu'il faut que Mansouri vraiment exécute ou bien prend les décisions qui sont, peut-être ils vont être pas populaires, mais il faut prendre vraiment une initiative de continuer, de faire une politique nouvelle, si jamais il est d'accord que, comme il a déclaré, que la politique qui était suivie depuis 30 ans avec Salami n'était pas juste. Vous êtes avec la décision qui a été prise par Wassim Mansouri au niveau de l'arrêt de financement de l'État? Il a arrêté de financer l'État parce que Oui, la Banque je centrale... suis avec cette décision qu'il ne faut jamais faire comme que la Banque du Liban soit comme le premier, le premier secteur qui peut prêter de l'argent aux finances publiques et au secteur public. C'est pour cela, oui, je suis d'accord avec ça, mais je ne suis pas d'accord qu'il faut prendre plus d'argent aussi des réserves obligatoires. Mais pour lui, il demande aujourd'hui une loi pour pouvoir continuer. Mais il n'a pas trouvé... Vous allez voter pour une telle loi? Non, ça, même tout le Parlement, il n'a pas accepté jusqu'à maintenant. Parce qu'aucun député et le va gouvernement accepter de a voter refusé. une loi qui va permettre de toucher à ce qui reste de l'argent des déposants. Oui. Donc aujourd'hui... Mais c'est grave ce qui se passe, parce que si jamais on est en train d'abroger une loi qui va prendre de l'argent pour 6 mois ou pour 3 mois des dépositaires, donc des réserves obligatoires, ça va être, c'est pas pour une première fois, ça va être comme... Mais aussi pour la grande question, pourquoi légaliser pour M. Mansouri ce qui n'a pas été légalisé pour Riyad Salim? Premièrement, il peut, comme il a maintenant déclaré, il peut payer les salaires en livres libanais. Donc, il n'y a pas un problème. Vous pensez que ça, c'est pas catastrophique pour les fonctionnaires aujourd'hui? Si jamais vraiment on est en train de parler au niveau équilibre financier et tout ça, ils doivent accepter que maintenant on ne peut pas donner la légalité à une loi qui va prendre plus d'argent, de dollars, de fresh dollars des dépositaires. Deuxièmement, c'était hier avec l'MTV, le ministère des Finances, il a dit qu'il va payer pour l'électricité du SDR. Donc, et c'est grave. SDR, donc, pauvre SDR. Toujours, ils sont en train de voir comment financer le secteur de l'électricité et des salariés et d'autres choses. De l'argent, des devises qui existent à la Banque centrale. Donc, et ça ne fonctionne pas comme ça, les finances publiques. Hein. Donc, c'est la politique du gouvernement. C'est l'augmentation de l'assiette, c'est l'augmentation des recettes, c'est arrêter l'évasion fiscale, c'est la contrebande. Donc, c'est par là qu'on peut augmenter les recettes pour pouvoir financer. Et il faut jamais, ils sont en train de dire qu'il faut faire ça, mais ils ne prennent pas une décision vraiment politique pour arrêter ça. Et en même temps, on ne parle pas de croissance économique, on ne parle pas d'investissement, de vision. Et c'est pour cela, comment vous allez prendre des prêts de ces réserves obligatoires et comment les rendre? Est-ce que vous avez rendu tout l'argent de l'électricité? Est-ce que vous avez rendu les... Et il y a aussi une question qui était communiquée par le Premier ministre pour le... C'était vraiment depuis 2 semaines avec le ministère de l'Électricité et le ministère des Finances pour pouvoir avoir une réponse écrite que si jamais on a pu rendre quelque chose dans ces 2-3 années. Donc, on n'a jamais rendu. Comment on va dire aux dépositaires que c'est vraiment parce qu'on a besoin des médicaments pour le cancer, on a besoin d'électricité, on a besoin... C'est maintenant qu'ils sont en train, je pense, on peut trouver des devises, chercher des devises pour l'électricité pour l'aéroport aujourd'hui. C'est catastrophique. Hein. Pour finir, vous êtes avec les experts qui disent que voilà, il faut passer à un total shutdown pour pouvoir recommencer d'à zéro. Il faut arrêter tout. Plus de morphine.
Je pense que c'est pas il faut arrêter tout, il faut avoir le courage d'expliquer publiquement notre situation financière, économique et vraiment de clarifier à tous les Libanais que, allez, nous sommes là, on n'a pas, nous ne sommes pas dans un paradis, donc c'est la réalité. Il faut aller faire un accord avec le FMI le plus tôt possible. Il faut vraiment avoir un plan de redressement qui est trop clair et ça va commencer avec un président de République, un nouveau gouvernement et ça va être... de la Banque centrale. Oui. Bien voilà, c'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Madame la députée des forces libanaises, Ghada Ayoub. Merci beaucoup. Mes chers téléspectateurs, on arrive à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux.